l'économie sociale dans tout leur attirail de mesures qu'ils peuvent vous proposer. Donc, moi, peut-être que j'arrêterai là pour pouvoir laisser plus de temps à l'échange et répondre à d'éventuelles questions que vous avez. Excellent, merci beaucoup Émilie pour cette belle allocution. Nous allons maintenant procéder à la période de questions. Donc, comme nous l'avons fait précédemment, et là je vous invite à respecter la consigne du concis et du précis, s'il vous plaît, compte tenu du fait que on souhaite que le maximum de personnes aient l'opportunité justement de pouvoir poser des questions. Et pour faire un rappel, car certaines personnes ont dû quitter, on peut déjà lancer une première question qui avait déjà été posée précédemment au niveau justement des appels d'offres. Donc vous l'avez mentionné, c'est quand même au niveau du provincial, donc une responsabilité provinciale, mais on a aussi l'opportunité de pouvoir aller chercher des contrats au niveau du municipal. Ceci étant dit, la lourdeur souvent est un frein et aussi on n'a pas nécessairement, comparativement au fédéral, des mesures incitatives pour la diversité culturelle. Donc, deux éléments. Qu'allez-vous faire concernant la lourdeur administrative et êtes-vous en mesure de pouvoir mettre un critère pour favoriser les entreprises issues de la diversité culturelle? Puis là, juste pour bien répondre à votre question, parce que appel d'offres puis appel de proposition, c'est pas tout à fait la même chose, donc je voulais juste valider. Là, quand vous parlez, est-ce que vous parlez vraiment des appels d'offres pour des contrats, par exemple, de construction, d'architecture et tout ça, ou vous parlez des appels de proposition pour des projets, et là, c'est plutôt dans le monde des ODNF, du communautaire? Les appels d'offres. Donc, les appels d'offres. Donc, les appels d'offres, en fait, j'en ai pas encore parlé. Les appels d'offres, ils sont régis plus par un cadre légal extrêmement... j'aime beaucoup mieux le son, là. Merci. C'est ça. Voilà. Oui. Donc, les appels d'offres sont vraiment régis par le gouvernement du Québec. Nous aussi, on trouve ça lourd. D'ailleurs, on est obligé de tout mettre sur SPAO. Donc, il y a vraiment une nécessité, malheureusement ou heureusement, de respecter le cadre légal dicté par le gouvernement du Québec. Mais M. Rabouin, je pense que vous l'avez vu, ou en tout cas c'est important de le dire, M. Rabouin, peut-être une petite parenthèse sur M. Rabouin, vous savez, il a travaillé dans beaucoup de domaines. Avant d'être élu, il a commencé à travailler dans les maisons de jeunes, il a travaillé avec Communauto en France, il a travaillé chez la Caisse Desjardins solidaire pour le financement de l'habitation. Il a été élu du plateau Mont-Royal en maire pendant 6 ans. Il a été président du comité exécutif l'année dernière. Et malgré tout cela, il y a des choses auxquelles il croit profondément qu'il n'arrive pas à faire bouger à la ville. Et M. Rabouin, ça a été ça son déclencheur pour se présenter à la mairie de Montréal. Mais ça sert à quoi d'être maire de l'arrondissement, d'être président du comité exécutif si on ne peut pas faire bouger certaines choses, évidemment dans le cadre de la légalité. Donc c'est pour ça qu'il s'est présenté à la mairie de Montréal, parce qu'il croit profondément, et nous avec lui, qu'il y a des choses qui peuvent être simplifiées à la ville, dans nos propres processus. Après, les processus légaux, c'est plus difficile à faire changer, mais pas impossible non plus, parce que la règle du plus bas soumissionnaire, elle existe. Il y a 2 ou 3 façons de la contourner. Quand on dit contourner, c'est pas la contourner légalement, mais c'est de le faire autrement. Ceci dit, c'est pas beaucoup plus simple non plus, mais il y a vraiment une volonté de simplifier la ville pour de faire aussi, par exemple, une politique d'achat local. On est aussi contraint avec, parce que ça, on l'a vécu quand il y a eu les tarifs avec les États-Unis. On s'est tous dit, ben, on arrête d'acheter qui viennent des États-Unis, puis on n'achète que des choses qui viennent du Québec ou du Canada. Un gouvernement peut faire ça. Ils ont le droit. Ils ont le droit de se donner la règle. On n'achète plus américain, c'est fini. Une ville ne le peut pas. Et le gouvernement du Québec ne nous a pas donné le droit de le faire. Fait que c'est vraiment, puis on l'a vu, on l'a vécu l'année dernière. On a posé beaucoup de questions et ça ne se... C'est ça, il faut vraiment continuer à travailler avec le gouvernement du Québec, mais nous et
M. Rabouin, on est vraiment engagé à continuer ces discussions-là avec le gouvernement du Québec pour dire, nous, à Montréal, on est capable d'avoir des pouvoirs que vous avez au provincial, qu'on est capable de les gérer. On est une grande ville. Donnez-nous ces pouvoirs de pouvoir choisir. Après, il y a des accords économiques mondiaux desquels parfois on ne veut pas déroger. Mais c'est pour ça aussi qu'on veut faire des politiques d'économie sociale, puis une politique d'achat, en fait, pour baliser, puis aller chercher des pouvoirs, pour faire en sorte, puis là je finis sur votre question très précisément, pour faire en sorte, effectivement, qu'on puisse se donner d'autres critères qui sont justement où est le siège social, qui travaille dans l'entreprise, de quelle façon est gérée cette entreprise. C'est important aussi la gouvernance des entreprises et où va se retrouver l'argent par la suite. Donc, puis je terminerai en disant que M. Rabouin, ce qui est vraiment intéressant avec lui, l'ensemble de notre équipe, en fait, M. Rabouin connaît bien la ville. Depuis 6 ans, il travaille. Moi, ça fait 16 ans que je suis élue. Je connais bien aussi. D'autres personnes la connaissent très bien. Mme Kazaki, dont je parlais tantôt, qui est mairesse du bureau aux arrondissements depuis 4 ans. Mais on a aussi des gens qui sont tout nouveaux. Et on a beaucoup de gens dans l'équipe qui sont aussi nouveaux. C'est le mix d'avoir des gens qui connaissent bien, qui ont une compétence et qui peuvent demain matin, nous on est opérationnel le jour 1 du projet de Montréal, le lendemain de l'élection. Mais on a aussi des gens qui viennent de l'extérieur, comme Carla Beauvais dont je vous parlais tout à l'heure, et d'autres personnes qui arrivent avec un regard neuf et qui sont prêtes et prêts, puis nous on est à les entendre aussi, je vous dis parce qu'on l'a fait il y a 4 ans, à entendre ces nouvelles personnes qui arrivent pour dire, mais là vous faites ça depuis longtemps, mais pourquoi on fait ça comme ça? Et pourquoi on ne pourrait pas le changer? Et de remettre en question certaines choses, donc d'avoir cet équilibre entre les gens qui sont élus depuis un certain temps et d'autres personnes qui arrivent, qui peuvent re-questionner avec des yeux nouveaux. C'est très riche. En fait, c'est toujours riche dans une équipe, mais pour gérer la ville, on trouve que c'est très riche aussi. Excellent, merci beaucoup. On va poursuivre avec les questions du public. On va changer la donne un petit peu, ça va vous permettre de vous dégourdir également. On parlait d'entendre, donc on va entendre les questions du public. Je vais vous demander, à part si votre voix porte, comme M. Excellent, dont la main est levée, lui je sais de manière personnelle que sa voix porte, il n'a pas besoin du micro. Maintenant, les autres personnes, vous pourrez faire la file ici pour pouvoir utiliser le micro. M. Excellent, on va vous demander de vous lever, s'il vous plaît. On parlait de l'appel d'offres. On m'a dit que la Ville de Montréal offre pour 5 milliards d'appels d'offres par année. Combien de visibilité vous avez justement sur les soumissionnaires? Puis est-ce que vous avez des statistiques à ce niveau-là pour voir la concentration justement des entreprises qui appliquent? Et est-ce que c'est dans votre volonté de diversifier justement le nombre de fournisseurs que la Ville possède? Bien, effectivement, le PDI, donc on appelle le programme décennal d'investissement, donc les investissements chaque année, c'est 5-6 milliards de dollars. Ceci dit, c'est toujours dans les domaines municipaux. C'est pour ça que tantôt je posais la question, parce que c'est beaucoup de la construction. C'est beaucoup de la construction, mais c'est aussi d'aller chercher de l'expertise quand je dis construction, mais ça peut être autant une passerelle piétonne dans un parc que de rénover un immeuble, comme par exemple le Centre Claude Robillard, qui a 50 ans, les Jeux olympiques ont 50 ans. On a rénové le Centre Claude Robillard, c'est 150 millions de dollars qu'on a mis pour complètement rénover le Centre Claude Robillard. Sinon, une énorme majorité, c'est 500 millions de dollars dans les tuyaux d'aqueduc et d'égouts pour refaire les infrastructures de l'eau. Donc là, forcément, ce sont uniquement des entreprises qui sont dans la rénovation et la reconstruction de tuyaux, d'aqueduc et d'égouts. Et on a un bon 500 millions de dollars aussi chaque année pour du pavage. Donc, de mettre de l'asphalte de plein de façons différentes. Donc, vous voyez que c'est quand même des entreprises qui sont dans des domaines très spécifiques. Il y a une grande volonté à la Ville de Montréal. Moi, j'ai été j'étais à la Commission d'examen des contrats. En ce moment, je suis élue responsable aussi des infrastructures depuis 4 ans. Il y a une grande volonté de la part de la Ville d'une part, d'aller chercher, comme quand on refait Sainte-Catherine-Ouest, il y a beaucoup d'enjeux, puis qu'on peut avoir un entrepreneur qui ne se trompe pas. Là, d'aller chercher des entrepreneurs extrêmement qualifiés qui sont habitués de faire des gros travaux
Et là, ben, il n'y en a pas tant que ça, des entrepreneurs qui sont habitués de bien faire des gros travaux, autant dans des travaux qui sont plus simples, plus qui arrivent tous les ans là, et qu'on fait souvent, d'avoir une volonté d'ouvrir le marché spontané. Et on a à la ville un service de l'approvisionnement. Donc, en plus, parce que les contrats ils sont donnés plutôt par des unités, donc les grands parcs, ceux qui s'occupent des rues, ceux qui s'occupent des immeubles, c'est eux qui octroient les contrats, mais ils sont accompagnés en tout temps par un service qui est transversal, qui s'appelle le service de l'approvisionnement, où il y a des gens qui font des veilles du marché, toujours. Des veilles du marché dans les différents milieux, qui regardent justement le nombre d'entreprises qui existent. Pour certains domaines précis, avant de lancer des appels d'offres, puis là encore là, tout cela est très normé, et réglementé par la loi. On peut faire des appels d'intérêt. On peut aller parler avec le marché, mais bien avant de lancer l'appel d'offres, parce qu'on n'a pas le droit de le faire en même temps qu'on lance l'appel d'offres. Mais donc, on peut avoir ces discussions-là aussi avec le marché. Ceci dit, une fois qu'on a fait tout ça, la veille, d'ouvrir le marché, de segmenter, des fois on fait des plus petits contrats, au lieu de faire juste un gros contrat, ben on va en envoyer quatre contrats pareils, mais dans les rues de différents arrondissements, pour que je donne un juste gros contrat, là aussi, que c'est juste un gros entrepreneur qui pourra soumissionner, donc on fait des plus petits contrats. Une fois qu'on a fait tout cela, on reste quand même tributaire qu'on ne peut pas appeler les gens pour leur dire hey, toi, je sais que l'entreprise fait la tente, là, on vient de lancer un appel d'offres, ils soumissionnent. Rendu là, on ne peut pas le faire. Donc, on met l'appel d'offres sur SPAO, qui est le système du gouvernement du Québec, et là, il faut pouvoir que les gens puissent répondre. Le cahier des charges, il est en fait un peu exigeant. Si on le sait, comment on est capable de le simplifier? Il y a des choses qu'on peut faire. On travaille fort aussi sur la facturation, parce que souvent c'est un enjeu de payer les fournisseurs plus rapidement. La numérisation maintenant de la facturation qui est en cours pour justement accélérer le processus de facturation. Donc ça, c'est des éléments qu'on regarde aussi dans la veille du marché dont je parlais tantôt. Ce sont des éléments qui sont analysés, puis on voit sur quels éléments on a besoin de travailler pour attirer aussi les fournisseurs. Et donc, de pouvoir déposer des soumissions, puis après les soumissions, évidemment, elles sont regardées par les services qui ont envoyé la soumission. J'entends aussi des volontés de formation. Je dirais qu'on le fait dans le monde communautaire. La loi est un peu plus ou moins rigide, je vais dire ça comme ça. Donc, dans le monde communautaire, la Ville de Montréal fait souvent des ateliers en amont d'appels à projets pour expliquer aux gens comment on peut remplir justement la demande de subvention. Pour les octrois de contrats, c'est quelque chose qu'on pourrait assurément regarder. Il faut vraiment regarder comment par la loi on peut le faire, mais d'accompagner, de faire en sorte que plus d'entreprises pourraient répondre à des appels d'offres et savoir comment répondre à des appels d'offres. Ça, c'est une volonté de formation, on entend bien. Je voudrais qu'on fait aussi, je terminerai là-dessus, très attention aussi au moment où on laisse des appels d'offres. Avant, il y a 15 ans, même 20 ans, il y a des appels d'offres qui étaient lancés un petit peu n'importe quand, puis on voit, il y a plein d'appels d'offres partir en pleine vacances de la construction pendant l'été, ou pendant Noël. Là, c'est comme, non. Si on veut vraiment que le vrai monde réponde à des appels d'offres, des entreprises qui travaillent fort, il y a des moments où lancer des appels d'offres, il y a des moments vraiment qui sont inadéquats. Donc on fait attention aussi, on a vraiment une pensée pour ceux qui vont répondre aux appels d'offres. Excellent. Excellent, merci beaucoup. Sans jeu de mots. On va poursuivre avec la question de M. Saint-Élie. Je n'ai pas la voix de Greg, je vais dire chez vous. Merci de venir aujourd'hui pour nous adresser la parole. 8 ans, c'est quand même beaucoup d'années. C'est 2 mandats très solides. Le projet Montréal. C'est aussi beaucoup de temps parce qu'on a vu beaucoup de changements qui se sont faits à la ville. Notamment, on regarde par exemple la circulation piétonne, l'aménagement de certains quartiers, des cyclables, que Montréal est rendu connu à travers le monde pour. Mais quand on regarde la distribution
le pourcentage d'investissement relativement à l'ensemble des villes de Montréal, il n'y a rien qui a changé. Principalement, c'est centre-sud-ouest. Le nord-est est toujours un peu orphelin. Moi, ce que j'aimerais dans un prochain mandat, Luc Radouin, qu'est-ce qu'il va faire pour changer ça concrètement? Quelles sont les actions que vous allez prendre pour que des quartiers comme Saint-Michel pourraient avoir un projet, par exemple, dans le site Franco, on pourrait avoir un projet de développement? Il y a des enjeux de logement, par exemple, ça pourrait devenir un nouveau quartier, comme le quartier qu'on est en train de faire à Boubonnès, l'ancien Boubonnès. Pourquoi on ne pourrait pas faire la même chose ici, dans le quartier Saint-Michel? Question de créer un environnement parce que les jeunes peuvent envisager avoir le goût, mais aussi surtout la fierté de leur quartier. Si vous faites le tour du boulevard Pinot, boulevard Saint-Michel, Robert, tout ce que vous allez voir, c'est McDonald's, Burger King, Kentucky Fried Chicken. Il n'y a pas un endroit où est-ce qu'on peut aller prendre un café, avoir un restaurant, parce que la vie familiale pourrait être valorisée. Par contre, on traverse juste un tout petit peu vers l'ouest, à Annecy, Quartier-Ville, Rosemont. C'est tous des quartiers à proximité parce qu'il y a plein de restaurants, il y a plein de... Le quartier est bon à vivre. Mais quand on est dans Saint-Michel, Montréal-Nord et un peu moins dans les Rivière-des-Prairies et Anjou, on voit qu'il y a comme une dislocation. Et je vais arrêter mon monologue là. Juste pour vous dire, le projet que vous êtes ici, l'île de Montréal est divisée. Du moment qu'on traverse Saint-Michel, qu'on arrive sur le boulevard Saint-Michel, il n'y a pas d'Internet haute vitesse. Pas câblé. C'est de l'Internet haut débit, mais ce n'est pas haute vitesse. Donc, il y a comme, c'est comme une frontière de pauvreté quand on traverse du côté ouest, nord-est de l'île. Juste pour, si moi j'avais les contacts pour amener des grandes entreprises comme Google ou Meta ici, ils ne pourraient même pas venir, même s'ils avaient l'argent, parce que c'est pas câblé, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, parce que le transport n'est pas bon, parce qu'il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de quartier où vivre. Les employés qui viendraient, ils voudraient tout de suite déménager. Donc, Saint-Michel, Montréal-Nord devient des terres d'accueil d'immigrants. Quand ils réussissent, ils traversent la rivière. Pas à la nage, là, mais... Qu'allez-vous faire dans un prochain mandat pour changer la vie? Oui. Et on peut passer 1 heure là-dessus, mais je vais essayer d'amener plusieurs. La première chose, c'est sachez que notre plus grand désir à Projet Montréal est de pouvoir faire ça avec vous dans le prochain mandat. On veut la mairie de Montréal-Nord, on veut la mairie de Saint-Léonard, on veut la mairie d'Anjou. On a franchement envie d'aller travailler dans ces quartiers-là où, je suis désolée, à Montréal-Nord, M. Perry est élu depuis 40 ans. Il dit, hey, c'est moi le changement. Ben oui, toi. Donc, on a besoin d'avoir des élus qui travaillent. Projet Montréal, on a des élus qui sont terrain depuis toujours, on travaille fort. Ça, c'est dit, la ligne bleue, qui va changer la donne de toutes les personnes qui sont le long de la ligne bleue, c'est Projet Montréal. Ça faisait 30 ans, 40 ans qu'on en parlait, hein, 40. Parce que là, moi, j'ai 40 et quelques. Donc, ça faisait tellement longtemps qu'on en parlait. On a réussi à débloquer, puis Dieu sait que c'était pas facile de débloquer avec le gouvernement. Nous sommes en train de faire la ligne bleue. Ça va être un game changer. Parce que c'est vrai que le transport, ça change tout. Je m'excuse d'être impoli. Le transport structurant de l'Est. Je m'excuse d'être impoli, mais comme vous amenez la ligne bleue, vous savez ce qui est en train d'arriver? La gentrification. Ça ne se fait pas avec la communauté haïtienne. J'ai envie de vous en parler justement. Ça ne se fait pas avec la communauté haïtienne. C'est ça. Il y a deux choses pour faire en sorte que ça ne soit pas gentrifié. Et c'est là où on a aussi besoin d'un projet Montréal, assurément. Déjà, d'avoir des élus sur le terrain, mais la deuxième chose, quand on parle de gentrification, puis on est dans le transport, puis on est dans le logement. Projet Montréal est le seul parti qui dit c'est pas vrai qu'on va régler la crise du logement, qu'on va faire justement des choses sans gentrification en faisant juste construire du logement privé. Non. À Projet Montréal, on est clairement du côté du logement social, communautaire et abordable. Et maintenant, parce que le gouvernement du Québec a changé tous ses programmes pour le logement,
Maintenant, M. Rabouin, son objectif et son engagement, c'est 20 de logements hors marché. Donc, à chaque fois qu'on va construire du logement, par exemple à côté des stations de la ligne 2, par exemple autour du réseau structurant de l'Est, parce que là aussi, ça s'en vient, ce réseau-là, il faut absolument que M. Rabouin ait dit à quel point il allait travailler sur ce réseau structurant de l'Est, mais il va y avoir du logement qui va être construit et toujours 20 de logements sociaux communautaires abordables. Ensemble Montréal, ils ont voté contre tous les règlements, contre tous les projets, contre tous les projets de transport dont vous avez parlé dès le départ, qui favorisent les gens qui sont à pied, en vélo et en autobus. Ils ont voté contre tous ces projets-là. Mais clairement, quand on va sur les projets, on ne va pas de l'avant et on ne va pas les faire. Fait que le logement hors marché, c'est absolument important parce que tous les quartiers que vous avez nommés tout à l'heure, c'est ça notre force, que je voudrais dire aussi dans ces quartiers-villes, c'est qu'on a des quartiers diversifiés. Sur la même rue, il y a une maison familiale, il y a des duplex, il y a des triplex, il y a des immeubles en location, puis il y a un immeuble à conduire. Sur chacune des rues, c'est comme ça. Il y a des gens qui sont extrêmement diversifiés. Les écoles publiques auxquelles on tient aussi, puis comme on se bat avec le gouvernement du Québec pour continuer à construire, les écoles publiques, les enfants viennent de tous les milieux et se rassemblent à l'école. Les parents sont là aussi. C'est comme ça qu'on arrive à continuer à bâtir des quartiers. Ça ne se fait pas en 2 temps, 3 mouvements. Il y a déjà des bons acquis. Moi, je pense qu'on peut absolument compter sur les gens qui sont déjà là, des groupes qui sont organisés, et de mieux travailler ensemble et puis de fournir. Quand je vous parlais de l'indice de milieu de vie, le CARE, c'est aussi ça. C'est vraiment ça que ça nous donne. Puis ça nous donne aussi justement où est-ce qu'on s'en va construire les bibliothèques. Mais vous savez, c'est pas par hasard la bibliothèque qu'on construit à une